Le vendredi, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession. 4 ou 5 objets de culture de part et d'autre du journal. On évoque des livres, des disques, des films, des BD avec enthousiasme et dans la belle contradiction. La critique. Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un tournage de film en pagaille, une voiture verte, des girafes et des nanas. Après le journal à 12h55, nous parlerons de 2 expositions, les origines du monde au musée d'Orsay à Paris et les Amazones du pop au Mamac à Nice. Mais tout de suite, nous parlons littérature. Je suis en compagnie de Laurent Nunez, critique, éditeur et romancier, et de Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO Gazette et productrice sur notre antenne d'Affaires en cours tous les jours à 19h20. Devant nous, 2 livres que vous aurez peut-être envie de mettre dans vos bagages pour l'été. Dans quelques instants, Trio de William Boyd et tout de suite de la poésie, Drive de Hetty Jones, dont Natacha Triou nous lit un extrait. Le poème s'appelle Conduite téméraire. Samedi encore, sur un pont, au-dessus de la Major Digan, des ours en peluche géants dansaient le long de la glissière, au milieu des sacs en plastique, sous un ciel mi-brume, mi-azur, et il y avait des nuages blancs poussés par le vent d'ouest. Ce qui aurait pu suffire pour quelqu'un habitué au plaisir, à petite dose. Sauf que plus tard, au coucher du soleil, alors que je roulais vers le nord le long de la Saumille, sous un vent fort et de gros nuages dérivants, au-dessus de la route comme des animaux fiers de leur petit ventre rose, dans un moment d'intense luminosité, j'ai vu une maison à la Edward Hopper, une telle merveille d'ombre et de lumière que j'ai pleuré tout le long de la route 22, de ces larmes qu'on ne contrôle pas, comme si le corps entier pleurait. Alors jeune femme, voici le dilemme, qui est en soi la solution. J'ai toujours été à la fois suffisamment femme pour être émue aux larmes et suffisamment homme pour conduire ma voiture dans n'importe quelle direction. Hetty Jones est née en 1934. Elle est poète, associée au mouvement de la Beat Generation qu'elle a fréquenté dans les années 60 et parmi lesquels on compte Allen Ginsberg ou Frank O'Hara. Une figure engagée de la littérature américaine, ses textes portent une pensée progressiste, féministe, qui parfois fait référence à des événements précis, la guerre en Afghanistan ou encore la lutte contre l'apartheid. Cette traduction de Franck Loiseau et Florentine Rey qui paraît chez Bruno Doucet permet de la découvrir en français, des textes qui sont en vers, parfois très courts comme des épigrammes, et qui parfois se déploient en plusieurs chapitres. Laurent Nunez, est-ce que ça vaut le coup de découvrir Hetty Jones ? Ça vaut le coup grâce à son humour. Enfin, je ne sais pas si ça vaut le coup à chaque fois de lire comme ça des poètes américains, des poétesses. Il y a cette fois, alors, heureusement, le poème qu'on a lu est complètement caractéristique du recueil. C'est le premier. Je ne suis pas allée très loin, c'est le premier. C'est vrai qu'il l'est. Parce que vraiment, on oublie dans nos sociétés où la voiture est considérée comme l'ennemi, comme le mal absolu, on oublie le pouvoir d'émancipation que ça donnait aux femmes qui n'avaient pas autant de droits d'ailleurs que ça. Et donc, il y a notamment, moi j'étais très surpris parce que voilà, moi je suis un non-voiturier convaincu, on va dire. J'étais surpris de cette... j'avais oublié ce pouvoir qu'avait la voiture de libérer cette possibilité mécanique enfin de liberté qui s'accompagne évidemment ensuite d'une liberté sexuelle, d'une liberté de pensée. C'est pas que des kilomètres que la voiture permet. Il y a un vers d'Apollinaire moi que j'aime beaucoup, c'est qui disait crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Grâce à Hetty Jones, on oublie, on se rappelle que la voiture peut nous émouvoir, qu'on peut partir au loin, et il y a dedans, c'est pour ça que le recueil est beau, malgré peut-être, c'est vrai, un certain progressisme qui est rabâché. On est un peu loin des fleurs du bal, tout est très très correct. C'est aussi probablement l'intérêt de le publier aujourd'hui. Je pense qu'il répond à un certain nombre d'attentes, peut-être chez des lecteurs qui veulent lire de la poésie américaine concernée, entre guillemets. En tout cas, voilà, c'est le recueil d'une femme libre qui vit encore et qui se retourne vers son passé. Et heureusement, il y a beaucoup d'humour, beaucoup qui font oublier certaines paresses. Marie Sorbier.
Alors pour moi, ça a été quand même une découverte étonnante parce que, bien qu'inconnue, je ne connaissais pas cette poétesse, je ne savais même pas son existence. J'ai ressenti très vite un sentiment de familiarité avec ses vers, alors qu'on n'est pas dans la même époque, on ne vit pas dans le même pays. Je n'ai pas permis, donc je suis très loin aussi de cet univers de voiture, donc tout semblait pourtant m'éloigner d'elle. Or, alors je ne sais pas si c'est le féminin qui nous a rapprochés, mais j'ai eu quand même ce sentiment assez familier de lire une femme qui se livre. Ce qui m'a plu particulièrement, c'est quand même la liberté, c'est le mot qui revient souvent. Alors c'est vrai qu'il y a un côté rabâché, il y a comme ça presque des poncifs qu'elle dit et redit, et pourtant il y a une jouissance de la liberté, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans sa façon d'aimer, que ce soit sur plein de sujets. Par exemple, elle a quand même une liberté dans les vers, dans la forme de ses poèmes. On peut avoir des poèmes en prose, d'autres en vers, d'autres très courts, des paragraphes, des sonnets. Enfin, il y a à peu près toutes les formes possibles dans ce recueil. Et cette liberté folle, je trouve que ça fait quand même un bien fou à lire. Alors justement, peut-être début juillet, comme ça, à prendre dans ses vacances, dans ses bagages, c'est ce que vous disiez, Lucille. C'est assez jouissif. Alors ça se picore, hein, ça se savoure. C'est pas, je crois pas que ça puisse se lire d'un trait comme ça, comme souvent les recueils de poésie quand même, mais c'est plutôt plaisant. Oui, ce qui est assez surprenant, je rebondis sur ce que vous dites tous les deux, c'est-à-dire que, disons, le volet engagé, très progressiste de sa poésie paraît naïf, et à côté de ça, il y a parfois une forme d'ironie assez mordante et d'humour vraiment noir, notamment quand ça touche à la question féminine. Moi, il y a un poème que j'aime beaucoup qui est dédié à Franco Hara, qui s'appelle Hommage au personal poème de Franco Hara, donc une autre grande figure masculine de la Beat Generation. Et en fait, il s'agit de la femme qui tape les poèmes de Franco Hara, celle qui est penchée aux épaules courbées de la jeune femme qui encore et encore tape le poème jusqu'à ce qu'il soit parfaitement mis en page, le nom de son mari, le nom de son amant. Là, il y a quelque chose presque d'une posture féministe de la poétesse qui revendique l'écriture, alors que tout le reste est entièrement monopolisé par l'écriture masculine, Laurent Nunez. Pas si naïf que ça, Etty Jones. Ah non, mais pas si naïf. Et en effet, elle s'amuse avec les formes, à ne pas respecter les formes. Il y a un poème qui s'appelle Sonnet, qui n'est pas du tout un sonnet, par exemple. Et en effet, on le sent qu'elle sépare. Le premier poème, là, on séparait le rôle d'homme, le rôle de femme. Là, elle s'amuse à séparer, à reprendre sa place. Une place que visiblement, elle n'avait pas eue. Sous l'emprise, le mot est à la mode, sous l'emprise de son mari, que évidemment elle n'a pas eu. Elle révèle beaucoup de choses sur elle, et il y a ça qui est assez incroyable. Il y a une grande liberté je redis, mais que peut-être d'ailleurs on ne voit pas forcément en France. Liberté de ton, elle parle absolument de tout, de choses absolument choquantes, comme ce souvenir d'un oncle qui l'a touché, avec tout le sens de toucher, dit-elle, à 10 ans, comme des rencontres très furtives qu'elle fait, comme de la découverte de la ménopause qui vient et qu'elle essaye d'amadouer comme ça, en disant aux gens, dépêchez-vous si vous voulez me rencontrer, car le temps presse. Il y a quelque chose d'assez... c'est vraiment la condition féminine, d'ailleurs presque plus qu'une sorte d'autobiographie, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, et c'est même à la fois parfois politique. Il y a des vers absolument bouleversants sur ces femmes qui se font lapider en Orient sous prétexte d'adultère, et là alors on peut balancer les grands mots, hein, sororité, etc., mais il y a vraiment une sorte d'humanité qui touche, et là tout d'un coup on se dit, ah oui, elle ne fait pas que parler d'elle-même, elle fait autre chose, et là c'est assez bouleversant. Marie Sorbier. Oui, sur cette humanité, je suis tout à fait d'accord. Il y a un poème, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle « J'ai été cette femme ». Et il y a toute l'empathie de ce féminisme joyeux, je vais le définir comme ça, qui ressort. Elle dit, donc il y a une femme dans un bus à New York qui a son bébé contre elle. Et puis, elle dit, elle a 27 ans, elle est très fatiguée. Laissez-moi la soutenir. J'ai été cette femme. Laissez-moi lui offrir mon amitié. Donc, elle s'est libérée. Elle, en effet, prend sa voiture verte, bleue, jaune et parcourt les États-Unis. Mais elle a, quand elle rentre dans ce bus à New York, une empathie envers toutes ces femmes qui, elles, vivent la vie que vivaient la plupart des femmes dans les années 50 aux États-Unis. Et je trouve ça aussi très beau, parce qu'en effet, on a parlé de l'humour, mais il y a quand même un rapport sur l'humanité qui est assez beau, au-delà du féminisme engagé et revendicatif. C'est vraiment un rapport d'empathie
qu'elle restitue avec des mots assez simples. Hein. Dire aussi, sur les mots, que dans l'édition, là, Bruno Doucet, les poèmes sont traduits. C'est-à-dire qu'on a les versions originales en face des poèmes et c'est quand même réjouissant quand on parle un peu l'anglais, même si on n'est pas totalement bilingue, de voir comment les vers s'agencent, les mots qu'elle emploie, les rythmes dans la langue originale. Et ça, je voulais le souligner parce que de la part des éditions, c'est quand même un vrai cadeau pour les lecteurs. Laurent Nunez. Oui. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en effet, dans la préface, il y a une préface et que j'aurais bien voulu, moi, lire en postface. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une préface qui est beaucoup trop autobiographique pour moi. Moi, je voulais lire ce livre sans savoir qui était Étienne Jones, que je ne connaissais pas. Mon inculture était là, mais c'est pas grave. Les poèmes étaient suffisamment autobiographiques. Et le problème, c'est que la préface de Doucet, qui est très bien, qui est très juste et tout est factuel, du coup, elle m'a forcé à plaquer des situations de la vie de la poétesse dans les vers de la poétesse. Or, moi, je voulais vraiment... voilà, donc c'est une mini-demande, faites-en une postface. C'est beaucoup mieux et ça permet de libérer l'esprit du lecteur. Et ça l'inscrit en plus, en effet, dans une histoire qui est très située de la Beat Generation, qui pour nous est associée aux années 60-70, alors qu'en fait, le recueil court beaucoup plus tard et qu'on voit bien que les poèmes sont référencés par des événements bien ultérieurs. Un dernier mot, Marie Sorbier ? Oui, je suis assez d'accord avec vous sur cette préface. C'est-à-dire que d'un coup, ça devient très autobiographique, alors qu'on aurait pu le lire comme de la création pure, c'est-à-dire des poèmes. Et en fait, on ne peut plus, à partir du moment où on a lu cette préface, qui est en effet très bien faite, qui resitue, puisque, comme on l'a dit, on n'était pas forcément familier de cet auteur, mais ça coupe un peu l'imaginaire, ou en tout cas ce qu'on aurait pu projeter comme étant de la création pure et pas de l'autobiographie. Bon, lisez la préface après, la préface de Drive de Etty Jones qui est apparue aux éditions Bruno Doucet. La traduction est de Franck Loiseau et Florentine Rey. France Culture. La critique. Lucille Como. En voilà un qui est bien connu, lui, des lecteurs français, le Britannique William Boyd, né au Ghana et qui partage aujourd'hui sa vie entre l'Angleterre et la France. Il revient avec Trio, son 15e roman. Après, citons-en quelques-uns, à Brazzaville-Plage ou encore La vie aux aguets. Cette fois-ci, nous sommes à Brighton, à la fin des années 60. L'action de Trio se passe donc en 1968 dans la ville balnéaire de Brighton sur le tournage du film L'épatante échelle pour la lune d'Emily Bracegirdle. Oui, c'est un titre de film. Il met en scène alternativement 3 personnages. La femme du réalisateur, une écrivaine alcoolique qui après des années de disette littéraire décide d'écrire sur la fin de Virginia Woolf. Le producteur Talbot, homosexuel dans le placard, qui se bat pour que le tournage se passe bien alors que tout part à volo. Et enfin Annie, la vedette américaine dont l'ancien mari, recherché par le FBI, refait malencontreusement surface. Marie Sorbier. Alors moi, ce qui m'a vraiment interrogée et intéressée, c'est presque d'utiliser ce livre comme une définition ou pas de ce qu'est un roman d'été. Vous savez, on dit là, c'est un peu l'époque en disant mais qu'est-ce que c'est un bon roman d'été ? Et quand on parle de William Boyd et de ce livre, on a entendu comme ça en disant alors ça, c'est le bon roman à mettre dans sa valise pour partir l'été. Je me suis dit alors à quoi ça correspond un bon roman d'été ? Et je crois qu'en le lisant, j'ai compris. C'est-à-dire, alors je vous livre mon interprétation, vous allez me dire, mais j'ai eu l'impression qu'on était à la fois dans quelque chose de léger, c'est-à-dire que là, vous avez décrit des personnages, on est sur des personnages tout à fait truculents, presque caricaturaux, hauts en
couleurs. Alors je parle de couleurs vraiment à dessein parce que le livre est truffé de mentions colorées. Donc on est vraiment dans une espèce de pop culture comme ça, un peu saturée de couleurs. Donc il y a ce côté léger. En même temps, il y a un côté très prenant. Moi je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. On tourne les pages volontiers. C'est quand même drôle. C'est quand même très drôle. Il y a des pages où vraiment on rit. Et il y a pas non plus une implication trop grande de la part du lecteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement en larmes, ni renversé. C'est pas un essai de philosophie. On n'est pas en train d'apprendre des tonnes de choses. Mais c'est un bon moment, en fait. Et je me suis dit, c'est peut-être ça, le roman de l'été. C'est-à-dire que c'est à la fois très bien écrit, très bien construit. Vous l'avez dit, William Boyd, il n'est pas à son premier roman. On sent quand même une maîtrise incroyable de la construction. Ça s'appelle Trio. Tout est construit en 3 parties. Donc, il y a ces 3 personnages dont vous venez de parler. Il y a les 3 parties qui s'appellent duplicité, capitulation et évasion. Ce qui est très drôle parce que c'est vraiment très grandiloquent et correspond assez peu à l'ambiance du roman. Voilà, donc tout ça, et de toute façon, le trait est exagéré partout et c'est ce qui plaît et c'est ce qui fait qu'on a envie de le lire et qu'on sourit quand même à chaque situation. Les situations ne sont pas pourtant drôles en soi, c'est quand même les personnages qui nous font rire et qui nous font partir dans cette espèce d'humour britannique, c'est-à-dire il y a un second degré permanent assez génial. Et ce qui m'a touchée alors en tant que lectrice, c'est que alors que ces personnages principaux que vous avez décrits sont caricaturaux dans leur forme, j'ai l'impression que l'auteur les aime, c'est-à-dire qu'il y a quand même une tendresse sur chaque personnage. Alors c'est pas des personnages profonds ontologiquement, mais ils ont quand même de l'épaisseur. C'est pas non plus la bimbo autour de sa piscine qu'on aurait pu imaginer dans un tournage hollywoodien. Non, ils ont tous des couches, ils ont tous des facettes cachées, et il y a une tendresse. Je trouve il y a un attachement pour ces personnages qui se crée malgré le trait forcé. Oui, ils vont tous à des endroits où on ne les attend pas. Je cite par exemple donc, cette vedette américaine dont vous parliez qui peut être une sorte de cliché absolu puisque c'est une jeune actrice américaine à succès qui joue dans un film britannique. Bon, elle est physiquement tout ce qu'on peut attendre de ce type de personnage, mais son histoire personnelle, c'est d'être constamment, d'ailleurs c'est dit à la fin, avec des hommes qui ne correspondent pas du tout à ça, donc avec le fameux type recherché par le FBI qui est une sorte de terroriste d'ultra-gauche américain, et puis avec un philosophe français qui a participé aux événements de mai 68. Donc rien que ça la décale complètement. Et le livre joue en permanence sur ce type de décalage. Laurent Nunez. Oui, c'est ça, il y a un décalage. Vous savez, je crois que ça va être très dur de faire sourire le lecteur sans se moquer de ces personnages. Or, vous savez, c'est très facile en fait de se moquer de ces personnages puisqu'on tient la plume. Il suffit de les ridiculiser, les mettre dans une situation absurde, de les juger, et voilà, ils sont condamnés à n'être que des pantins. Ici, il se passe quand même autre chose. Moi, mon personnage préféré, c'est quand même Elfrida. C'est voilà, parce que on a l'impression que, Boyd, il doit connaître ça par cœur. Des gens qui pensent être écrivains, qui essayent, qui ratent, qui arrivent. Elle a réussi. Il y a son dernier roman il y a 10 ans. Elle a eu un succès, un très beau succès, mais depuis plus rien. Et c'est amusant, on le voit, là, il se moque d'elle, c'est assez drôle. Il se moque d'elle notamment avec quelque chose qu'on connaît beaucoup quand on regarde quand on étudie les livres et quoi, c'est que tous ceux qui pensent au livre en tant que titre ou couverture, on sait que c'est raté, ils ne feront jamais rien. Et parce qu'elle a plein d'idées de titres. Voilà. En fait. Elfrida, elle a des tonnes d'idées de titres, mais par contre, elle n'écrit plus. Voilà, complètement. Voilà. Elle a des titres de couverture. Notamment avec l'homme en zigzag dès le début. Elle voit la couverture, elle voit le titre, mais elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et il se moque à peu près d'elle d'une manière assez drôle. Il se moque aussi presque des journalistes, parce que la pauvre est comparée au 4e personnage de ce trio, quand même, il faut le dire, c'est Virginia Woolf. Il y a Virginia Woolf qui est dans le roman constamment, finalement, un peu comme Les Heures, déjà, un précédent roman, comme quoi la littérature contemporaine se nourrit beaucoup plus peut-être de personnages de Virginia Woolf que de ses livres à force. Mais là, c'est très très drôle. Hélas, quelqu'un un jour a dit que Elfrida était la nouvelle Virginia Woolf et du coup, elle est ensevelie sous ce compliment. Et elle ne peut pas, et elle s'en tire en cachant de l'alcool dans des bouteilles de vinaigre et en le cachant de tout le monde. Il y a quand même quelque chose ici à la fois de pathétique et de drôle parce que voilà, elle va essayer de s'en sortir. Et pour moi, c'est vraiment le personnage qui m'a beaucoup plus touché. Les autres sont fascinants, Talbot notamment qui essaie de sortir du placard et qui essaye de faire un film et qui essaye d'oublier son père. Voilà, il y a quelque chose de drôle. Il y a quelque chose ici, c'est un vrai roman d'été parce qu'on sourit plus qu'on ne rit, mais moi ça me va très très bien de sourire plus que de rire. Et
avec je peux dire une limite qui moi m'a un peu essoufflé, parce que les chapitres étaient trop courts. Il faut le dire très clairement, il y a une sorte d'alternance de tous ces 3 personnages avec des chapitres très courts qui fait qu'on ne rentre pas entièrement, en tout cas plus que je l'aurais voulu, dans la tête de ces personnages qui le méritent parce qu'ils sont plus que des personnages à force, ils prennent vraiment consistance et forme humaine. Marie Sorbier. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est qu'on sent que l'auteur a travaillé dans le cinéma, vous le disiez Laurent, aussi dans la littérature, donc il maîtrise vraiment son sujet et j'ai eu l'impression que c'était aussi un roman sur les coulisses de la fabrication d'un film. On en parle beaucoup, on voit tous les problèmes que tous ces producteurs et assistants doivent gérer, c'est quand même un bazar monstre. C'est de pire en pire en fait, c'est vraiment une forme, la catastrophe, quoi. C'est une forme assez jouissive en fait. Bien sûr, et ça s'emballe et puis on voit pas comment ils vont s'en sortir et puis chaque personnage qui arrive, les personnages secondaires sont super aussi, il y a quand même une force de ces personnages qui sont tous plus timbrés les uns que les autres quand même. On a une galerie comme ça de personnages incroyables et la coulisse de comment se forme un film ou la coulisse de comment on écrit un livre ou comment on ne l'écrit pas, quand elle réécrit sans cesse son premier paragraphe, c'est assez drôle, ce fameux paragraphe sur la dernière journée de Virginia Woolf, et ce film qui ne se fait pas, et j'ai eu l'impression qu'en fait ce qui l'intéressait c'était vraiment ça, c'était la machine, la construction, comment on monte une scène, et finalement on n'a pas, il ne nous décrit pas le film final, il ne nous décrit pas la scène qui n'a pas été tournée ou qui a été tournée ou qui a été réécrite. On est vraiment juste dans la machinerie et ça c'est assez plaisant à lire, puis on sent qu'il maîtrise ça très bien et qu'il sait de quoi il parle, donc c'est quand même assez agréable d'avoir un auteur qui maîtrise son sujet aussi dans le fond de ce qu'il est en train de raconter. Oui, c'est pas seulement plaisant parce que vous parlez de ce passage où Elfrida réécrit, je pense qu'il y en a une dizaine, l'incipit de son roman sur Virginia Woolf, c'est le réveil d'une femme. Or, l'incipit du roman de William Boyd, c'est le réveil d'Elfrida et de manière très malicieuse, il y a des éléments qui sont repris, des mentions de lumière, des petits bouts de décor. Donc on sent que William Boyd y réfléchit aussi beaucoup à travers Elfrida à son propre moyen d'écrire et à peut-être sa facilité à écrire. Laurent Nunez. Oui, c'est comme ça. Le roman commence comme ça, elle se réveille, et d'ailleurs elle voit des ombres, elle voit des choses au plafond, et le roman est terrible, il dit elle ne sait pas quoi en faire. Et en fait, voilà, là on comprend tout de suite que voilà, c'est pas l'écrivain qu'elle voudrait être. Mais le roman m'a beaucoup plu parce qu'en fait il peint 2 mondes qui sont absolument fascinants pour tout le monde, c'est le monde de l'édition et le monde du cinéma. Et vous savez, ça... Il joue à rebours de la promo qu'on pourrait voir à chaque fois où les acteurs se disent qu'ils ont passé un tournage fabuleux et qu'ils s'adorent et que tout a été facilité. Là, on a un monde quand même rempli d'éditeurs, rempli en effet d'écrivains, rempli de producteurs, d'acteurs, de second rôle, où vraiment les choses ne se passent pas très bien. Et c'est jouissif parce qu'on sent que c'est aussi vrai. On sent que c'est caricatural, c'est vrai, mais que c'est aussi comme ça que ça se passe la production d'œuvres d'art. Vous parliez des personnages secondaires, il y a notamment ce vieil acteur un peu sur le retour qui a besoin d'argent et qui décide de faire une fête monumentale dans sa maison. Donc tous les personnages se retrouvent, c'est le point de bascule en fait du roman. C'est vraiment le cœur du récit et c'est complètement fastueux, complètement démesuré, et il réussit à faire exister ce personnage qui parle dans une espèce de langue, on peut imaginer en anglais un peu shakespearienne avec des mots anciens, complètement fous, vraiment de manière hyper réaliste, c'est assez étonnant en quelques pages, Marie Sorbier. Oui, puis cette réécriture de scène, puisque donc ce fameux monsieur impose sa présence dans le film en disant qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut absolument qu'il y soit. Il a besoin de sous et puis on sent des liens entre eux qui font que le producteur peut pas vraiment refuser. Enfin tout ça aussi, les liens entre les personnages qui se croisent pas forcément ou en tout cas ne se croisent qu'à cette soirée-là. Il y a quand même des liens tenus entre chacun qui fait que l'un doit prêter de l'argent à l'autre quand l'une a besoin. Enfin, il y a aussi cette espèce de semi-polar, enfin c'est pas un polar mais il y a une roman enquête d'espionnage, mais en plus qui tient la route, qui n'est pas une parodie de roman d'espionnage. Non, qui concerne une des 3 personnages principaux, mais qui est quand même là en sous-texte. Il y a plein de choses, c'est quand même aussi un roman avec, on peut le lire de plein de façons différentes. Il y a une chose aussi que je voulais souligner, c'est la fin. Alors évidemment, sans divulgacher ce qui se passe dans les dernières pages, je trouve que c'est une fin non attendue. Je ne savais pas du tout comment il allait clôturer ce roman, et les 3 histoires se finissent. En tout cas, il y a une fin pour les 3, mais les 3 sont assez surprenantes. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, c'est l'inverse du spectaculaire. On va pas c'est presque un peu mélancolique, Laurent Nunez. Oui, d'ailleurs, c'est un des titres d'Elfrida, le spectacle permanent. Et donc, justement, là, il joue
joue à ça. Parfois, dans un roman, il ne faut pas forcément qu'il se passe grand-chose. Et en effet, tout le problème de ce livre, qui d'ailleurs s'appelle Le Trio, c'est comment ça va s'achever, comment ça va s'entrelacer, et comment ça va s'achever. Là, en effet, il y arrive très bien. Et moi, ce qui me plaît, c'est que pour moi, ce roman d'été, c'est le contraire d'Instagram. Vous savez, c'est-à-dire que l'été va arriver, les fêtes vont arriver, les réseaux sociaux et Instagram va être remplis de moments parfaits, de gens qui rient, qui trinquent, et où tout se passe très bien. Ce roman montre exactement l'inverse. Dans les fêtes, ça ne se passe pas bien. Dans les relations humaines, ça ne se passe pas bien. L'apparence n'est pas le réel. Voilà. C'est un roman qui, pour moi, mais alors sans aucune philosophie, parce que il regarde toujours à hauteur d'homme. Il regarde jamais du point d'une sorte de point de vue divin de Dieu en jugeant ou quoi. Du point de vue de l'homme, il montre la simple complexité des choses. Et ça, sans juger, c'est déjà énorme. Trio de William Boyd, apparu au Seuil. La traduction est signée Isabelle Perrin. Merci beaucoup à vous, Laurent Nunez. Merci, Marie Sorbier. Vous nous dites un petit mot de ce dont vous allez parler ce soir dans Affaires culturelles. Tout à fait, nous allons parler de la saison Africa 2020 et de comment elle s'est poursuivie après s'être arrêtée pendant la pandémie. Cher Laurent, quant à vous, quelqu'un me souffle à l'oreille que vous êtes aussi un écrivain et que vous serez de la rentrée littéraire avec un livre Le Mode Avion chez Actes Sud. Vous nous en dites un tout petit mot en avant-première ou pas du tout ? Oh bah bien sûr, hein. De la même manière que Mode avion, pas de réseaux sociaux. Oui, c'est ça. On est bien. De la même manière que Boyd écrit un roman qui se passe en mai 68, enfin après 68, sans que personne ne pense à ce mai 68, oui, j'écris il y a un roman qui paraîtra chez Actes Sud, Le Mode Avion, deux hommes qui décident, deux grammairiens de la Sorbonne, qui décident de trouver une théorie formidable qui enfin les rendra célèbres, et ils partent étudier tout ça. Ils oublient juste qu'on est en 39-45 et que la guerre est en France. On guettera votre livre, Laurent Nunez, après le journal à 12h50 environ. Nous parlerons d'exposition. On continue notre petit parcours pour donner des conseils pour l'été. On ira notamment à Nice, au Mamac, avec une exposition sur les Amazones du pop. Et puis, un peu plus près de la Maison de la Radio, au musée d'Orsay, pour une exposition qui s'appelle Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle.